La plus étrange des idées scientifiques. La nature essaie de nous dire quelque chose. Une idée née par hasard à la suite d'expériences surprenantes. Ça n'avait pas de sens. C'était un concept très inquiétant. Les scientifiques y ont résisté. Ils ont inventé des explications. Mais un franc-tireur les a obligés à prendre cette idée au sérieux. Un homme brillant. Il a tout changé. S'il a raison, nous vivons dans une bulle géante. C'est difficile à croire. Vous êtes seulement un clone. Et le 11 septembre n'a pas eu lieu. C'est une vision très déstabilisante. Cet homme est sur le point d'entrer dans un univers parallèle. Pour aller à son travail, il traverse Grand Central Terminal, la gare de New York. Et soudain, tout change. Sans savoir comment, il glisse dans un monde parallèle, où l'Amérique a été ravagée par une terrible catastrophe. Grand Central Terminal a été abandonné. La foule des voyageurs a disparu. Et New York est sous le contrôle de dangereuses milices. Puis, tout aussi inexplicablement, cet homme est de retour chez lui. Ou du moins le croit-il. Le voilà dans un autre univers parallèle où les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique est sous la botte d'un gouvernement fasciste. Et on reconnaît un visage terrifiant presque partout. Je pense que ces mondes parallèles sont tout aussi réels que celui-là. Il existe vraiment un autre monde dans lequel l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale et dans lequel Grand Central Terminal est décoré à la gloire du vainqueur. Très longtemps, les univers parallèles ont été tenus pour de folles spéculations. À présent, des scientifiques de renommée internationale affirment que ces autres mondes existent pour de bon. La réalité que nous voyons est seulement une réalité parmi un nombre infini de réalités. En physique, les chercheurs ont pris différentes directions qui mènent toutes à cette idée de réalité parallèle. On dirait de la science-fiction. Mais chaque univers dans lequel vivent les autres est aussi réel pour eux que notre univers l'est pour nous. Les plus récentes réflexions autour du Big Bang et de la naissance de l'univers, tout comme les découvertes sur la nature des particules subatomiques, ont placé les univers parallèles sous les projecteurs de la science. Les chercheurs ont inventé d'étonnantes façons de les visualiser. Envoyez les ballons. Et pour la première fois, des découvertes stupéfiantes pourraient bien apporter la preuve concrète de leur existence. Il existe de nombreux univers. Et bien sûr, ils ont des interactions avec le nôtre. À l'instant où je vous parle, nous recevons des signaux. Alors, à quoi ressemblent les mondes parallèles? Pourrons-nous un jour les visiter? Et qui trouverons-nous sur place? On y rencontrerait un nombre infini de copies de vous et moi, identiques en tout point. Je voyage sans arrêt dans des univers parallèles. Les univers parallèles ont longtemps été le domaine réservé de la science-fiction. Le physicien renommé Lawrence Krauss a grandi dans cette idée. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais venir pour une interview.
J'ai découvert le monde scientifique dans mon enfance, d'abord par le biais de la science-fiction, avec la série Star Trek, mais aussi avec les bandes dessinées. Je crois que tout ça a inspiré mon imagination. L'auteur de Alice au pays des merveilles était fasciné par l'idée que notre réalité n'est peut-être pas la seule version possible de la réalité. Et cette fascination persiste. L'existence d'autres mondes et de réalités alternatives est une constante de la science-fiction. On retrouve ça partout. L'idée qu'il existe autre chose au-delà de ce qui est visible. Quelle splendeur! Personne n'a jamais vu ça avant. Mais les univers parallèles tels que les conçoivent les scientifiques ressemblent-ils à ceux imaginés par la science-fiction? Ceux que nous avons découverts sont en fait encore plus magnifiques, encore plus exotiques, encore plus délirants. Les possibilités sont beaucoup plus diverses que celles qui ont été explorées dans la fiction. Vraiment? À quel point les univers parallèles découverts par les scientifiques sont-ils si délirants? Voici Max Tegmark. Quand on aborde les thèmes des univers parallèles, il est capable d'aller très loin. Pour moi, les univers parallèles ne sont pas juste une idée amusante que je lance pour provoquer mes collègues. Je suis certain que c'est comme ça que la réalité est organisée. Selon Max Tegmark et ses collègues scientifiques qui partagent la même conviction, il existe réellement 3 différents types d'univers parallèles. Certains se trouvent bien au-delà de l'extrémité la plus lointaine de notre univers observable. D'autres sont suspendus dans un paysage mystérieux rempli d'énergie obscure. On l'appelle le multivers. Et d'autres univers se trouvent ici même dans l'espace où nous vivons. Mais nous ne pouvons pas les voir, bien sûr. Certains pensent que l'on peut voyager vers n'importe lequel de ces autres univers. Mais il existe tant de versions de la réalité qu'il n'est même pas nécessaire de voyager. Dans un grand nombre d'entre elles, il y a déjà un autre exemplaire de vous-même qui est persuadé d'être vous. Si vous prenez 2 univers différents, et s'il existe un Max Tegmark dans chacun des 2, l'autre aura la conviction d'être le seul et que son monde est vrai. C'est symétrique. Le problème, c'est que ces 2 personnes-là ne peuvent pas communiquer. Et c'est peut-être une bonne chose, car on n'a pas forcément envie de rencontrer un autre soi-même. Dans notre univers, je me trouve au milieu d'un entrepôt délabré pour vous expliquer la notion d'univers parallèle. Mais dans un autre univers, je peux être un policier qui cherche l'endroit où un tueur en série a caché un cadavre. Dans un 3e univers, je peux être moi-même le tueur en série qui se demande où enterrer le corps. Et dans un autre, je peux être la personne morte. Tous ces univers sont aussi réels que le nôtre. Selon des théories récentes, il pourrait même exister des univers dans lesquels vos souvenirs et vos rêves prennent vie. Comment se fait-il que le milieu scientifique en soit venu à croire à des idées aussi étranges? La première fois qu'elles ont été évoquées, cela a provoqué l'indignation et le scandale. Dans les années 1870, une mode se répand en Europe et en Amérique du Nord. Des médiums se produisent en public et prétendent communiquer avec des personnes qui vivent dans une autre version de la réalité, dans un autre monde.
Vers la fin du 19e siècle, les gens deviennent fascinés par l'idée qu'il existe d'autres dimensions, d'autres univers. Et beaucoup de charlatans profitent de cette fascination. Des scientifiques et des penseurs de renom travaillent sur l'idée que ces mondes invisibles sont des univers parallèles. Beaucoup de physiciens de la fin du 19e siècle ont joué avec l'idée du surnaturel et du paranormal. Mais certains avaient la conviction d'être sur une piste sérieuse. Un des plus éminents scientifiques de l'époque est Sir William Crookes. Il mène des recherches scientifiques tout à fait sérieuses sur cette force invisible qu'est l'électricité, capable de faire irradier des objets métalliques et même de les faire bouger comme par magie. Mais l'autre passion de William Crookes est le paranormal. Il prend publiquement la défense des médiums. Il photographie même des apparitions, censées être des fantômes. Mais les médiums sont finalement accusés de charlatanisme et la réputation de William Crookes est presque détruite. Pour les scientifiques, la moindre spéculation sur les univers parallèles et les réalités alternatives devient une hérésie. À cause de ce retour de bâton, les chercheurs n'ont plus voulu toucher aux idées considérées comme bizarres ou trop philosophiques. Les scientifiques ont voulu se démarquer de toutes ces absurdités. Mais les univers parallèles vont revenir sur le devant de la scène. Et ils sont aussi inexplicables que les fantômes. Malgré sa forte résistance, la communauté scientifique a été obligée de se pencher sur des idées encore plus étranges que celles des occultistes du 19e siècle. Les univers parallèles modernes sont nés d'une révolution scientifique. Révolution qui a bouleversé la physique classique de la fin du 19e siècle, époque où la science était dominée par le bon sens des ingénieurs. L'esprit de la physique classique se reflète dans l'architecture de cette période. Par exemple, celle de Grand Central Terminal à New York, ou de beaucoup d'autres bâtiments aux alentours. Ils sont rationnels, élégants et très solides comme la physique classique. Dans la physique classique, le monde est en accord avec le bon sens. La matière est faite de particules. Elles sont solides, elles suivent des trajectoires simples. On peut calculer leur mouvement, leur vitesse, leur angle, leur vélocité à n'importe quel moment. Et surtout, elles sont toujours à un seul endroit au même instant. Mais il y a les vagues. Les vagues sont d'une certaine manière l'opposé des particules. Elles sont étendues, elles ne sont pas localisées dans l'espace. À n'importe quel moment, un mouvement se produit à différents points dans l'espace. Si on demandait à un physicien ce qu'était une vague, il répondait que c'était de la lumière. Du moins, jusqu'à l'arrivée d'un jeune débutant ambitieux. Au début du XXe siècle, Albert Einstein consacre la plupart de ses loisirs à deux activités. Apprendre le violon et tenter de comprendre les résultats surprenants d'une expérience qui vient d'être menée en Allemagne. Il est alors un inconnu dans le monde de la science. L'expérience est dirigée par un des plus vénérables noms de la physique allemande, Philipp Lenard. Philipp Lenard veut explorer la nature de la lumière. Utilisant un dispositif inventé par le défenseur du paranormal, Sir William Crookes, il conçoit une des expériences les plus importantes de l'histoire de la science. Il braque des faisceaux de lumière sur un petit morceau de métal et mesure la quantité d'électricité ainsi produite. Partant de l'idée que la lumière est faite de vagues continues, il présume que plus il augmentera la luminosité, plus il obtiendra de courant.
Cela semblait très simple à expliquer. On a une vague de lumière qui arrive, cette vague secoue les électrons tout autour, elle en pousse certains à l'extérieur. Mais quand on entre dans les détails, la théorie des vagues échoue lamentablement. On pensait que plus le rayon de lumière serait brillant, plus la quantité de courant serait grande. Mais on se rend compte que le rapport entre la quantité de courant et la quantité de lumière ne rime à rien. Cela rime à quelque chose pour notre violoniste amateur. Puis Einstein arrive et il donne une magnifique explication aux résultats de ses expériences. Il a montré que concevoir la lumière seulement sous forme de vagues ne donnait rien, qu'il fallait aussi y penser comme à un ensemble de particules, de petites masses. Et quand une masse cogne à la surface d'un métal, elle projette des électrons. Ces masses infimes sont appelées des quanta. Einstein donne naissance à la mécanique quantique. Une révolution scientifique qui va mener directement à la notion d'univers parallèle. La nouvelle théorie donne du monde physique qui nous entoure une description inédite et stabilisante. Elle passe à l'échelle subatomique. La mécanique quantique a porté un coup très rude à la physique classique. Elle a montré que ces éléments ne formaient pas un ensemble cohérent. Cette très belle conception, qui était encore en vigueur au début du XXe siècle, devient fragmentée et incroyablement difficile à comprendre. Le monde quantique est différent. Il n'a pas de sens. Le problème n'est pas seulement que la lumière peut être à la fois une vague et une particule. Le contraire est vrai. Toutes les particules qui constituent la matière sont aussi des vagues et peuvent faire de nombreuses choses différentes en même temps. Elles peuvent apparaître de nulle part et disparaître sans prévenir. L'univers quantique est beaucoup plus étrange que l'univers classique. Dans l'univers quantique, on doit oublier toutes les notions de bon sens qui nous sont familières. La distinction entre particules et vagues se brouille. En fait, des particules peuvent se mettre à agir comme des vagues et des vagues comme des particules. On ne s'y retrouve plus. Ça donne une vision des choses schizophrénique dans laquelle tout ce qui est réel est à la fois une vague et une particule au même moment. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que des particules peuvent se trouver à différents endroits en même temps. Comment une chose peut se trouver à plus d'un seul endroit à la fois? Cette conclusion bizarre est animée par une sorte de logique quantique. Toute la matière qui forme notre univers est constituée de particules. Mais les vagues n'ont pas d'emplacement fixe. Alors si toutes les particules sont aussi des vagues, on devine où cela nous mène. On ne peut pas vraiment dire qu'une particule est à un endroit ou à un autre. Elle peut être à deux endroits au même moment. Il peut sembler accessoire de savoir si une particule est davantage une particule ou davantage une vague. Mais en fait, cela remet en question l'idée qu'une chose est ici et pas ailleurs. Des expériences ont montré qu'une particule pouvait se trouver à plusieurs endroits à la fois. Et je suis constitué moi-même de particules. Alors, si elles peuvent se trouver à plusieurs endroits à la fois, moi aussi. C'est à partir de cette idée apparemment innocente que les univers parallèles sont nés. Car si les particules qui constituent la réalité se trouvent à plusieurs endroits à la fois, on peut imaginer qu'il existe différentes versions de la réalité, chacune avec ses propres événements historiques. L'histoire de l'humanité démontre que l'avenir dépend d'événements minuscules. On peut même dire d'événements quantiques. C'est stupéfiant que des événements microscopiques puissent être amplifiés jusqu'à changer le cours de l'histoire. Si le spermatozoïde qui a donné naissance à Hitler n'était pas arrivé le premier en des millions d'autres, la Seconde Guerre mondiale aurait pu ne pas avoir lieu. Et si certains neurones s'étaient comportés un peu autrement dans le cerveau de ce criminel, il aurait peut-être écouté ses généraux et aurait peut-être gagné la guerre. Il aurait suffi de quelques changements quantiques pour que New York soit une immense cité aztèque.
Pour que la guerre de sécession concerne le sort d'une vaste population d'esclaves européens. Ou pour que la crise des missiles à Cuba se termine mal. Si on fait intervenir la mécanique quantique, ces hypothèses deviennent d'autres réalités possibles. Mais il reste un mystère. S'il existe de nombreuses versions de la réalité, pourquoi voyons-nous toujours le même et seul vaste monde autour de nous? Les pionniers de la mécanique quantique n'arrivaient pas à comprendre que les gros objets soient présents à un seul endroit, alors que les éléments dont ils étaient constitués, les particules, pouvaient se trouver à plusieurs endroits à la fois. Comment concilier le fait que les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois avec le choix d'une localisation unique? Une sorte de consensus s'est établi. Au lieu de résoudre le problème, on l'a caché sous le tapis. Personne ne prend au sérieux l'idée des univers parallèles jusqu'à ce que quelqu'un résolve ce mystère. Il fallait pour cela un extraordinaire rebelle de la science. En 1971, Hugh Everett est pourchassé dans l'aéroport de Los Angeles pour avoir pris des photographies des services secrets. Le comportement d'Everett est de plus en plus excentrique depuis qu'il a prouvé la réalité des univers parallèles. Hugh Everett était brillant, mais c'était aussi un homme plein de contradictions. La découverte de Hugh Everett représente une avancée aussi importante que les découvertes de Newton ou d'Einstein. Encore étudiant, il rédige un argumentaire définitif sur les univers parallèles qui a pour titre « Monde multiple ». Malheureusement, cette théorie, considérée comme délirante, brise sa carrière de chercheur. Il abandonne la physique, il accomplit différentes tâches pour l'armée et devient très amer. Il se met à boire et à fumer de façon très excessive. Il est mort d'une crise cardiaque à un âge relativement jeune. Une triste fin. Hugh Everett avait posé une question simple. Si chaque version de la réalité subatomique existe, comment se fait-il que l'on ne voit qu'un seul monde autour de nous? Il a fait preuve d'une perspicacité extraordinaire. L'interprétation la plus évidente de la mécanique quantique est celle d'Everett. Selon Hugh Everett, chaque fois que nous avons une interaction avec le monde qui nous entoure, par exemple quand nous l'observons ou quand nous cherchons à mesurer des éléments, nous provoquons une séparation dans l'univers et à l'intérieur de nous-mêmes. Bizarre? Oui. Il est difficile de visualiser l'interprétation que donne Everett de la réalité quantique. Alors je vais tenter de la représenter avec 8 personnes et 4 ballons verts. Chaque ballon représente une position et une trajectoire différente d'une unique particule qui se trouve à de nombreux endroits à la fois. Mais quand je prends une mesure, je fixe sa position. J'ai divisé l'univers. C'est ma réalité. Les autres univers continuent à exister et ils sont tout aussi réels que le mien, mais je n'en ferai jamais l'expérience. Est-ce de la pure invention? Apparemment pas. Chaque fois que votre action a 2 résultats possibles, l'univers se divise. Et dans chacun des 2, tout est dupliqué. Il existe une version de vous dans cet univers qui perçoit un résultat et une autre version de vous dans un autre univers qui perçoit l'autre résultat. C'est une vision des choses très déstabilisante. Comment peut-il y avoir plusieurs mondes? Comment une même personne peut-elle avoir des actions différentes dans des mondes différents? Mais quel est l'effet concret d'une idée aussi bizarre dans la pratique? Même un événement minuscule peut diviser l'univers. Prenons par exemple une personne qui marche dans les rues de cette ville. Cette personne doit faire des choix. Tourner à droite ou tourner à gauche, par exemple. Chaque fois qu'elle prend telle ou telle décision, une réalité différente est créée.
Supposons que j'aille boire un café. Je vais peut-être hésiter entre un cappuccino et un café au lait. Il y a une version de moi qui prend un cappuccino et une autre version de moi tout aussi réelle qui prend un café au lait. Les deux boissons sont donc consommées, bien que personne ne boive les deux. Et chaque fois que l'univers se divise, les changements se multiplient. Par exemple, dans une version de la réalité, Lawrence Krauss se fait tirer dessus par un sniper. Dans un univers, je suis mis hors jeu. Mais dans un autre univers, le tireur me rate et je cours me planquer. L'univers est divisé. Dans l'un, je reste en vie, dans l'autre, je meurs. Puis je repère une arme sur le sol et l'univers se divise à nouveau parce que j'hésite entre tenter de répliquer et continuer à courir. L'univers continue ainsi à se diviser indéfiniment. L'arme n'est pas chargée. Bien sûr, spéculer sur ces différents scénarios n'est que pur amusement. Mais la théorie s'applique aussi à des événements dramatiques. Comme ceux qui se sont produits par une matinée ensoleillée de début d'automne. Prenons un événement historique comme le 11 septembre. N'importe quelle variation cohérente avec les lois de la physique a des chances de se produire. Il aurait suffi qu'un seul et unique atome se comporte autrement pour que le 11 septembre ne se produise pas. Dans l'univers où nous vivons, les hommes qui ont mené l'attaque du 11 septembre ont réussi à ne pas se faire repérer. Mais pour les scientifiques qui croient aux univers parallèles, il existe de nombreux autres mondes réels dans lesquels ils ont été arrêtés. Ou alors, leur projet a été découvert avant même qu'ils ne le mettent en œuvre. Un analyste de la CIA aurait pu tomber sur des indices de cette conspiration. Dans d'autres mondes, les noms se trouvaient sur une liste de suspects. Et dans une autre version de la réalité, le projet terroriste a été déjoué au dernier moment. Il aurait suffi qu'un seul atome dans le cerveau d'un employé de la sécurité se trouve positionné autrement dans une synapse pour que cet homme décide de contrôler le terroriste qui se présentait devant lui. Certaines personnes qui sont vivantes dans tel univers ne sont pas vivantes dans le nôtre. Un homme qui est un criminel confirmé dans notre univers pourrait être un touriste ordinaire dans un autre. Inversement, des jeunes extrémistes chrétiens seraient les comploteurs. Non seulement les scientifiques peuvent imaginer un nombre infini de réalités alternatives, mais en plus, ils les localisent à un endroit inattendu. En effet, les univers parallèles tels que les décrit la théorie des mondes multiples sont devant nous, dans le temps et l'espace où nous vivons. Mais ils ne sont pas les seuls univers parallèles. Une autre théorie envisage l'existence de la même quantité d'autres réalités. Et ces réalités-là se trouveraient au-delà des étoiles. Très loin derrière les confins les plus éloignés de notre univers observable. Il existe une planète sur laquelle vivent 7 milliards d'êtres humains. Cette planète est une copie exacte de la nôtre. Et elle n'est pas la seule. Il y aurait un grand nombre de planètes Terre identiques à notre Terre. Et identiques à toutes les autres planètes Terre que l'on peut imaginer. Des copies exactes de la Terre existeraient quelque part. Et on pourrait être certain que tout y serait organisé comme ici. Sur ces autres planètes Terre, il y aurait des copies de chacun d'entre nous fidèles jusqu'à la moindre molécule. Et si un jour quelqu'un a inventé un système permettant de voyager beaucoup plus vite que la lumière, on pourrait même aller voir sur place.
Cette conclusion sidérante s'est imposée à la suite des recherches menées par cet homme, Alan Guth. Pendant des années, il a étudié avec application et discrétion le plus grand et le plus violent cataclysme de tous les temps. Le Big Bang, c'est-à-dire la naissance de notre univers, le moment où les températures ont atteint des niveaux incroyablement élevés et où toute l'énergie de la création s'est déployée dans une unique explosion. Alan Guth a donné de cet événement la description la plus convaincante et la plus détaillée, en utilisant pour cela des bulles de savon. Son hypothèse est que juste après le Big Bang, l'univers primitif a gonflé à une vitesse fulgurante, comme une bulle. Selon lui, c'est durant ce bref instant d'inflation cosmique que les composants de notre univers se sont formés. Et quand il dit bref, il veut vraiment dire bref. Cet instant d'inflation peut avoir été extraordinairement court, à peu près 1 trillion d'un trillion d'un trillion de secondes, c'est-à-dire un point décimal suivi par 35 zéros suivi d'un 1. Ce serait cette bulle incroyablement effrayante de l'univers que nous voyons autour de nous. Mais quel rapport avec la création d'autres réalités? En fait, ce que nous voyons est probablement une infime partie de notre univers réel. On ne peut observer qu'une partie de l'univers. La lumière met un certain temps à nous parvenir, un temps durant lequel on ne peut parcourir qu'une distance donnée. Cette distance délimite ce que nous pouvons voir, donc la taille de ce que nous pouvons voir. Mais pourquoi l'inflation cosmique aurait donné naissance à un univers de cette taille-là? Pourquoi pas plus grand? Très loin, au-delà des limites de l'univers observable, selon de nombreux scientifiques, s'étendrait un univers invisible qui serait beaucoup, beaucoup plus vaste. On ne peut pas connaître la taille de l'univers. Aussi loin qu'on puisse voir, il semble se prolonger. Une des possibilités, c'est que l'univers ne se termine jamais, qu'il soit infini. Et si notre univers est infiniment grand, une étrange hypothèse s'impose. La Terre et nous sommes constitués de particules. Ces particules sont assemblées un peu comme des jeux de construction attachés les uns aux autres. On peut présumer qu'il existe un nombre limité d'assemblages possibles de ces particules pour constituer ce qu'on appelle la Terre. Dans un univers dont la taille serait infinie, ce nombre déterminé d'arrangements d'atomes et de molécules finirait forcément par se répéter, donnant naissance à des copies de chacun de nous presque conformes, puis à des copies identiques. Une fois arrivé à court de possibilités, des combinaisons identiques se répéteraient. Si l'univers est littéralement infini, il existe donc forcément un nombre infini de copies de chaque chose. Si notre univers est infiniment grand, il y a quelque part une autre accumulation d'atomes qui ressemble exactement à la Terre, sur laquelle vit une créature qui me ressemble exactement, et cette créature a un chien qui ressemble exactement au mien. Tout ce qu'on voit autour de nous y est forcément dupliqué. Dans ces copies conformes de notre monde, les êtres qui vous ressemblent d'être vous. Ils ont vos pensées intérieures, vos souvenirs, et ce ne sont pas les seules copies physiques de vous qui rôdent quelque part dans l'au-delà. L'inflation cosmique explique certains des mystères du Big Bang. Mais pour de nombreux physiciens, notamment pour Laura Mersini-Houghton, cela ramène bien sûr à une autre question brûlante. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Selon de nombreux scientifiques, l'énergie du Big Bang doit avoir existé avant notre univers. On va commencer. Dans un temps et un espace qu'ils appellent le multivers. Envoyez les ballons. Comme personne ne sait vraiment à quoi le multivers ressemble, Laura Mersini-Houghton tente de nous en donner une représentation concrète. Visualisez le multivers. Les collines et les vallées représentent l'énergie qui circule dedans. Et les ballons représentent les univers possibles, les univers initiaux potentiels qui peuvent grandir et devenir identiques aux nôtres. Contrairement à cette bâche en plastique, le véritable multivers est infiniment grand.
Et il n'est pas rempli de ballons, mais d'un nombre infini d'univers. C'est un endroit inconnu, très étrange. Et les scientifiques s'efforcent de l'imaginer. Certains pensent qu'il pourrait ressembler à peu près à ça. Chacune de ces grandes bulles représente un univers aussi large et aussi complexe que le nôtre. Et chaque trou représente le moment d'un Big Bang. Mais en vérité, le multivers appartient à l'inconnu. Bien sûr, nous n'avons pas une idée très claire de ce à quoi peut ressembler le multivers. Ce serait assurément un endroit rempli de contorsions. Selon la relativité générale, l'espace lui-même peut se tordre. Et donc, cet espace et ce temps peuvent s'entrelacer de façon trop compliquée pour être décrite. On ne sait pas si ces autres mondes, ces autres univers extérieurs font partie du même espace-temps que le nôtre. Toutes les vallées de ce paysage d'énergie pourraient donner naissance à un univers. Le Big Bang a longtemps été considéré comme un événement gigantesque. Mais dans le multivers, il serait possible que les Big Bangs se succèdent sans discontinuer. La naissance de notre univers devient un petit événement quasi insignifiant, si elle a été précédée et suivie de la naissance d'une multitude innombrable d'autres univers. Certains ressemblent à notre univers, d'autres non. Mais la principale conclusion à en tirer, c'est que le nôtre n'a rien d'extraordinaire puisqu'il en existe tant d'autres. Quels sont, dans le domaine scientifique, les objets d'étude qui existent à un seul exemplaire? Rien de ce dont peuvent parler les scientifiques n'existe à un seul exemplaire, sauf peut-être l'univers. Mais pourquoi l'univers serait une exception? Ce processus, la création des univers bulles, se reproduit éternellement et génère donc un nombre infini de nouvelles bulles. Merci, vous pouvez arrêter. Si le multivers crée un nombre infini d'univers bulles, le même processus qui fabrique la matière dont sont faits nos corps et notre planète va se répéter indéfiniment. Votre vie est revécue à l'instant même quelque part dans le multivers. Mais nous ne pouvons pas ressentir l'existence de ces autres univers. Vraiment pas? En 2001, la NASA a lancé dans l'espace une sonde qui s'appelait WMAP et qui avait pour mission de mesurer les radiations que le Big Bang a laissées derrière lui. À cette occasion, elle a peut-être rapporté les bases d'une découverte majeure. Les relevés ont permis d'établir une carte sur laquelle on distingue une zone qui ressemble à un trou dont les galaxies s'éloignent. Selon certains spécialistes, on peut en conclure qu'une partie de l'univers est tirée par une force inconnue. Mais Laura Mersini-Houghton avait déjà formulé une prédiction selon laquelle d'autres univers pourraient exercer une attraction gravitationnelle sur le nôtre. En conclusion de cette théorie, j'ai prédit un glissement de toutes les galaxies et de toutes les étoiles dans l'univers. Un basculement produit par l'interaction entre notre univers et tous ces autres mondes situés en dehors de notre univers observable. Pour Laura Mersini-Houghton, les images transmises par la sonde WMAP ont une prédiction. D'autres univers tirent sur le nôtre. J'ai contacté le directeur de cette équipe et j'ai appris que la NASA n'avait pas eu connaissance du travail théorique que je conduisais depuis plusieurs années, ni des prédictions que j'avais formulées. On peut donc dire que le travail théorique et le travail expérimental ont été conduits de façon totalement indépendante. Et bien sûr, cette convergence a provoqué un très vif intérêt des deux côtés. La théorie de Laura Mersini-Houghton reste controversée. Cet effet est provoqué par une force encore inconnue. Mais si c'est elle qui a raison, l'humanité pourrait être à l'aube d'une découverte historique.
Nous ne pourrons peut-être jamais voyager au-delà de notre univers, mais nous voyons déjà l'effet que d'autres univers exercent dessus. Et quand cette découverte expérimentale aura été confirmée, nous aurons la certitude qu'il existe d'autres domaines et d'autres mondes au-delà des frontières de notre univers. Cette confirmation ne serait pas seulement apportée par des signaux qui surgiraient des profondeurs de notre univers. Une conséquence beaucoup plus dangereuse est peut-être à redouter. Conséquence liée à la nature même des univers bulles. Notre univers fait donc peut-être partie d'un ensemble confus de bulles qui flottent et qui se combinent perpétuellement en cours de création. Des scientifiques comme Anthony Aguirre craignent que certaines de ces bulles puissent se former à l'intérieur d'un univers qui existe déjà. Si une autre bulle devait se former à l'intérieur de notre univers bulle, ce serait une très mauvaise nouvelle. Contrairement à celle que vous voyez ici, cette bulle grandirait à la vitesse de la lumière, balayant tout sur son passage, notamment nous. Selon une hypothèse encore plus étonnante, il semblerait que les univers bulles soient en mouvement. Et s'ils sont en mouvement, ils risquent de se percuter. Les univers parallèles pourraient donc être la cause du désastre ultime. Si la bulle se dirigeait vers nous, il se déplacerait à la vitesse de la lumière. Il ressemblerait à un immense miroir en expansion et il nous transformerait malheureusement en ce dont serait faite cette nouvelle bulle. Nous serions donc déchirés en petits morceaux. Les lois de la physique que nous connaissons et que nous aimons ne s'appliqueraient même pas. Si nous ne sommes pas détruits par un univers parallèle qui entrerait en collision avec le nôtre, à quoi faut-il s'attendre? De quelle autre manière les univers parallèles peuvent-ils changer notre vie? Les physiciens ne sont pas tous du même avis. Un duplicata de moi-même évoluant dans un autre univers avec une histoire différente ne me ressemblerait pas davantage qu'un homme qui a des caractéristiques superficiellement similaires aux miennes et qui vit à l'autre bout de la planète. Finalement, je ne pense pas que cela change grand-chose à la façon dont je dois vivre ma vie. Mais l'idée qu'il existe des versions infinies de notre propre vie exerce sur d'autres scientifiques une attirance étrange. Je ne suis plus obligé de me voir comme un être isolé qui vit à un seul endroit. J'ai de nombreux frères dans l'inconnu, des copies de moi-même disséminées dans l'univers. Je suis présent partout, aussi étrange que cela puisse paraître. Cette idée m'incite à me prendre beaucoup moins au sérieux. À cette échelle-là, mes petits problèmes ne semblent pas si importants. Et la pression est moins forte. Je ne me sens plus obligé de réussir dans tout ce que j'entreprends, puisque je sais qu'il existe d'autres Max Tegmark qui réussissent là où moi j'échoue. Et qui échouent là où je réussis. Certaines implications nées des univers parallèles peuvent même prendre une dimension mystique. Si l'univers est infini dans le temps, alors chaque expérience que chacun de nous a vécue se reproduira encore et encore, indéfiniment. Et selon que vous êtes optimiste ou pessimiste, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Si un homme prend des risques inconsidérés qui vont certainement provoquer sa mort, d'autres versions de cet homme vont survivre. Les mêmes événements peuvent se répéter à de nombreuses reprises. Miraculeusement s'en sortir. D'une certaine façon, nous avons ainsi la garantie de l'immortalité. Une copie exacte de nous-mêmes, identique à nous à tout point de vue, continuera à vivre éternellement. La vie éternelle. Des réalités infinies. La science entame un étrange voyage. Et si nous vivons vraiment dans un univers parallèle, cet étrange voyage pourrait bien ne faire que commencer.